Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va commencer sans perdre de temps la présentation. Donc, on va vous donner un update sur le premier semestre de l'année. Avec moi ce soir, nous avons à ma droite Pascal Darbonneau, notre directeur administratif et financier, et Francesco Arecchi, qui est le responsable commercial de la société, donc qui s'occupe des ventes et du marketing. Alors, un rappel pour ceux qui nous connaissent un peu moins bien. Donc, la mission essentielle de Carmat, c'est faire face à la crise de l'insuffisance cardiaque avancée qui est liée à la pénurie de greffons. Donc, comme vous le savez certainement, la première cause de mort depuis des années maintenant dans le monde, c'est l'insuffisance cardiaque, ce n'est plus le cancer. Et bien sûr, avec une population vieillissante, c'est une épidémie qui est de plus en plus grandissante. Et il y a besoin d'une solution, et c'est de plus en plus pressant. Il y a eu beaucoup, bien sûr, dans les années passées, de projets, diverses solutions, les cellules souches, les cœurs de cochon, mais malheureusement, rien n'a apporté de résultats probants. Et aujourd'hui, à part un greffon humain qui également connaît des limites, la seule solution à moyen terme reste une assistance mécanique, donc un cœur artificiel. Alors, très rapidement, c'est toujours les mêmes chiffres. Alors, on prend toujours les chiffres américains et européens parce qu'il y a un manque, bien sûr, de données dans le reste du monde. Mais si on se limite à ces deux géographies, aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 000 patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque par an et qui vont mourir dans l'année s'ils ne reçoivent pas de traitement. Malheureusement, comme je le disais auparavant, jusque maintenant, la seule solution qui était utilisée, c'était la transplantation cardiaque de greffons humains. Et ce chiffre, malheureusement, est stable. Il reste autour de 6-7 000 l'année entre les États-Unis et l'Europe. En France, par exemple, c'est quasiment une transplantation par jour pour une demande qui est beaucoup plus forte. Donc, il y a clairement un manque de solutions par rapport à un besoin qui est de plus en plus important. Ce chiffre de 200 000, en plus, est appelé à croître très rapidement dans les années à venir, car les gens sont de mieux en mieux soignés et surtout la population est vieillissante. Alors, je sais que quand on parle de Carmat, surtout en France, c'est une société qui a une grande visibilité et il est toujours complexe de comprendre comment un peu jauger l'évolution de la société et ses progrès. Alors, je pense que le mieux, c'est toujours de se comparer à des sociétés qui sont similaires. Donc, pour rappel, il y a plus de 20 ans, il y a une première tentative de cœur artificiel qui s'appelle Syncardia aux États-Unis. Ils ont fait un peu plus de 1000 implants en 20 ans. C'est une société qui a connu beaucoup de difficultés, qui en connaît encore beaucoup, notamment au niveau financier. Ils ont eu le mérite de prouver qu'on pouvait remplacer un organe humain avec une machine. Donc ça a été clé pour lancer tous les autres projets de cœur artificiel. Mais c'est un cœur de vieille génération. Ils ne sont plus sur le marché européen pour l'instant. Ils comptent revenir très rapidement et aujourd'hui, ils ont une activité très limitée aux États-Unis. Donc, fort de cette expérience, beaucoup de personnes ont pensé démarrer des projets. Et en 2008, pour rappel, nous étions 5 sociétés sur la ligne de départ. Sur ces 5 sociétés, que s'est-il passé 2 sur 5 ont fait faillite. Il y avait une société allemande, Reinhardt, et une société américaine, Oregon Heart, qui ont fait faillite. Et il en reste 2 autres à part Carmat. Et comme vous le verrez, ils sont largement derrière nous, non seulement en termes de développement de la société, mais également au niveau technologique. Donc, quels sont nos projets concurrents entre parenthèses? Le premier, c'est une société suédoise qui s'appelle Real Heart, qui est encore en train de travailler sur les animaux. Donc, comme vous voyez, ils ont démarré en même temps que nous, mais ils sont très loin. Ils ont encore beaucoup de choses à faire. Et Bivacor, qui est une société australo-américaine et qui, théoriquement, devrait rentrer sur l'humain aux États-Unis en études très bientôt. Donc, comme vous le voyez, on a tous démarré en même temps. Et quand on regarde Carmat, Carmat, on est déjà, vous le verrez un peu plus tard, à 70 patients, avec une croissance assez forte maintenant. On a un marquage CE sur une des 2 indications possibles, qui est le pont à la transplantation. Donc, pour rappel, aujourd'hui,
Nous sommes approuvés pour aider les patients les plus jeunes à pouvoir attendre un greffon et dans l'espoir de vivre très longtemps, bien sûr. On a une société complète, donc on n'est pas une start-up dans un garage en Californie, donc on pourrait être considéré comme une grosse division d'une grosse société telle que Abbott ou Johnson & Johnson. Donc on fait tout in-house, comme on dit en anglais, donc tout est fait, on contrôle tout, donc le réglementaire, le marketing, la production, la recherche et développement, le clinique, la finance, tout. Donc on fait tout chez nous, donc c'est une vraie société. Il est important de ne pas oublier que la mission et la vision de notre fondateur, Alain Carpentier, reste celle du premier jour. Donc, c'est devenir une thérapie de destination. Et notre but, c'est de devenir la première société qui aura, justement, c'est le Graal depuis plus de 50 ans, pour ceux qui travaillent dans cette activité, c'est de donner une solution pérenne pour pouvoir traiter ces milliers de patients avec une thérapie de destination, donc une indication pour une machine pour la vie. D'accord? Et donc, on en parle un peu plus, mais le pont à la transplantation, c'était en 2020 une étape clé pour apprendre, pour développer et renforcer le produit, pour justement un produit qui puisse durer longtemps et pouvoir avoir cette indication de thérapie de destination et bien sûr nous aider à arriver à la profitabilité en attendant d'avoir l'approbation dans le futur, j'espère proche, de la thérapie de destination. Donc, clairement, je pense que c'est objectif. Carmat a fait beaucoup mieux que tous les autres projets concurrents, comme je l'ai décrit, soit en termes de technologie, où vraiment on a une avance incroyable. D'ailleurs, les autres projets en développement, je pense, auront de toute façon des données cliniques, même s'ils n'ont pas pu encore commencer l'humain, qui seront largement inférieures aux nôtres sur le papier, parce qu'on a une technologie qui est vraiment différente grâce à la vision d'Alain Carpentier. Et surtout le rythme de développement, parce que on a déjà une société, on commence à vendre, on fait des études, on fait des patients toutes les semaines, alors que ces deux autres sociétés sont soit encore dans l'animal ou n'ont pas encore commencé les travaux sur l'humain. Donc, on peut dire objectivement qu'on a avancé beaucoup plus rapidement en termes d'exécution. Alors, quelles ont été les réalisations du premier semestre 2024 ? Alors, premièrement, déjà, ce qui est intéressant, c'est que, et on montrera les courbes, on a fait 20 implantations, ce qui n'est pas un détail pour une thérapie aussi, je dirais, articulée que la nôtre. Il ne se traite pas de mettre des stents dans des artères, c'est remplacer un cœur. Donc, ça veut dire, grosso modo, quasiment une implantation par semaine. Donc, on commence à avoir un bon rythme. Et il faut se rappeler quand même que si on se compare au premier semestre de l'an dernier, on passe de 3 à 20. Donc, c'est une croissance quand même assez importante, ce qui est logique quand on démarre de toute façon une nouvelle thérapie prometteuse. En termes d'études cliniques, et il ne faut pas oublier que Efficace est probablement le projet le plus important de la société à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez dans le dispositif médical, vous avez deux étapes clés. Vous faites déjà une étude de taille moyenne pour pouvoir avoir une approbation commerciale, le marquage CE. Ça s'appelle l'Evidence-Based Medicine. Donc, vous avez une approbation où vous démontrez que le produit est efficace et sûr. Mais après, il y a un second étage de la fusée. Ça s'appelle Clinical Evidence Medicine. Donc là, vous devez avoir une étude plus large qui renforcera les médecins dans l'idée que c'est une solution pérenne et qui aidera, une fois qu'elle sera publiée, les médecins référents qui gèrent ces patients de A à Z à prescrire cette thérapie d'une manière automatique. Donc pour nous, c'est clair que l'exécution dans Efficace est très importante. La bonne nouvelle, et c'est la première fois dans ma vie, je dois dire, c'est la première fois qu'une étude clinique que j'ai eu la chance de gérer est en ligne avec le plan de recrutement qui était challenging. Donc aujourd'hui, on est déjà à 25 patients sur 52, donc quasiment à la moitié. Ça montre qu'il y a un vrai besoin. Au niveau commercial, et ça c'est la base de notre réflexion pour justifier notre confiance en les projections de la société, on a désormais 42 hôpitaux qui sont formés pour les implantations commerciales à travers 14 pays et c'est 9 hôpitaux en plus par rapport à la fin 2023. Notre pierre d'achoppement l'an dernier, si vous en rappelez, c'est la raison pour laquelle on a démarré très tard la commercialisation parce que pour mettre en branle la machine de production, ça a pris plus de temps que prévu pour aligner les fournisseurs, etc.
Et aujourd'hui, on a de manière constante une vingtaine de produits sur l'étagère, ce qui nous permet d'anticiper l'accompagnement de la croissance commerciale. Donc aujourd'hui, on n'a plus le problème qu'on avait l'an dernier. Et pour rappel, on a une capacité de production de 500 cœurs par an. Donc bien sûr, ça nécessiterait d'embaucher plus de personnes si on voulait arriver à la capacité pleine et dédoublement de quelques machines. Mais techniquement, en quelques mois, on pourrait y arriver si besoin était. Donc ça, c'est très important. On a repris la levée de fonds. Donc cette année, on a quand même déjà levé 33 millions d'euros. Et en même temps, on a restructuré la dette financière en reportant la maturité de chacun des prêts d'au moins 2 ans, ce qui fait qu'on n'aura rien à rembourser cette année et l'an prochain. Et Pascal y reviendra un peu plus en détail pour vous montrer un peu comment on entend faire. Alors, pourquoi nous sommes positifs? Et encore une fois, le contraire aurait été inquiétant, parce qu'il y a toujours cette question, c'est quelle est la taille du marché et quelle est l'adoption de la thérapie. Donc, bien sûr, c'est toujours lent et difficile de prévoir le développement d'une thérapie nouvelle et surtout dans notre champ d'application, l'insuffisance cardiaque, qui est un sujet nouveau. Il ne faut pas oublier qu'il a fallu 20 ans pour avoir des guidelines établis sur l'insuffisance cardiaque en général pour les médicaments. Et l'insuffisance cardiaque avancée, c'est vraiment un sujet qui est récent. D'ailleurs, les premières guidelines européennes ont été issues seulement en 2018. Et c'était un premier essai. Et donc, bien sûr, ce sont des guidelines qui vont s'étoffer avec le temps, mais les sociétés scientifiques y travaillent d'arrache-pied, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, si on se compare à l'an dernier, sur les 12 mois par rapport au premier semestre, donc seulement 6 mois, donc déjà, on a fait plus en chiffre d'affaires, ce qui est rassurant. On a fait plus d'implantations. Au niveau de l'étude efficace, on a avancé plus rapidement. On a plus de centres formés comme base commerciale pour pouvoir justement développer et accélérer la dynamique. Les pays qui ont déjà implanté commercialement, l'an dernier, on avait l'Allemagne et l'Italie. Cette année, on a l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Et ce qu'on a fait également, étant donné qu'on avait, c'était pas le plan à la base parce qu'on reste une petite société avec des ressources limitées, mais le fait est que beaucoup de pays ont montré une marque d'intérêt importante et donc on a démarrer la formation de centres en Autriche, Slovénie, Grèce, Croatie, Israël et Suisse. Et on espère très bientôt pouvoir commencer à implanter dans ces pays. Et comme je vous le disais, maintenant, on a un stock d'environ 25 produits qui nous permettra, si besoin est, de suivre la dynamique commerciale. Alors, qu'a-t-on appris? C'est ça qu'il faut voir également. Et même si on a été beaucoup plus rapide que les autres, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est très important. Si on était considéré comme un hôpital, une entité clinique, on serait vraisemblablement l'hôpital qui a le plus de connaissances sur l'insuffisance cardiaque avancée. Pourquoi? Parce que même si on devait se comparer à des hôpitaux de premier rang, ça pourrait être Duke aux États-Unis ou Cedars-Sinai ou la Pitié-Salpêtrière en France, on reçoit beaucoup de patients, beaucoup plus que ces centres, bien sûr, pour Carmat. Et donc, on a appris beaucoup de choses. On a appris à mieux sélectionner les patients. Donc, on sait les patients qui sortiront victorieux du traitement, donc pas seulement de la salle opératoire, mais après. D'ailleurs, le rétablissement du patient, on a une connaissance très importante et on a créé des groupes de travail avec les intensivistes pour justement comprendre mieux comment on fait pour aider ces patients qui sont très compliqués à se rétablir. La chirurgie, maintenant, je pense qu'on arrêtera même d'en parler dans le futur proche, puisque quand je suis arrivé, il est clair qu'on apprenait beaucoup et on avait des écueils. Maintenant, la chirurgie, je ne veux pas la banaliser, mais en tout cas avec Carmat, c'est devenu quelque chose de nominal et sans surprise. Je ne suis même pas au courant de ce qui se passe en salle. Le lendemain, on me dit tout s'est bien passé et donc ça, c'est très bien aussi. Le produit lui-même, c'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire, en dispositif médical, il faut 10 ans. Et c'est encore plus vrai pour Carmat, qui est un produit très sophistiqué. Il faut 10 ans pour stabiliser une technologie. Et la chance qu'on a en traitant autant de patients maintenant, c'est qu'on apprend beaucoup. Et d'ailleurs, quand on explante les patients, soit parce qu'ils sont morts de maladie ou autre chose, ou parce qu'ils ont eu la chance d'être transplantés, on récupère les prothèses et on les analyse à 360 degrés. Donc, on est en train d'accumuler beaucoup d'informations qui nous aident à renforcer la fiabilité qui,
et de mieux en mieux tous les jours. Bien sûr, on a parlé beaucoup de cartes électroniques, ça a été notre premier arrêt, on a fait beaucoup de progrès, on en fera encore beaucoup plus et aujourd'hui, on est capable de très bien contrôler le produit à ce niveau-là. Maintenant, comme vous le verrez, il y a un cinquième élément qui est clé, c'est le parcours patient. Et c'est là peut-être qu'on a pris plus de temps que prévu parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que le parcours patient pour l'insuffisance cardiaque avancée, il n'est pas si clair que ça et pas si bien défini, même dans les plus gros centres. Donc, c'est là qu'on a appris ensemble avec les 42 centres formés commercialement et les centres d'efficace à mieux détecter les patients, le temps de traitement et le choix du traitement, qui pourrait être Carmat ou un autre. Et c'est intéressant parce que, comme vous le verrez en France, où on a commencé un peu plus tôt parce qu'on avait privilégié l'étude l'an dernier au démarrage pendant l'été par rapport au commercial, c'est pour ça qu'il y a un retard sur le commercial par rapport à efficace, eh bien, on a démontré qu'une fois qu'on part et qu'on crée un parcours patient, ben, l'hôpital, il continue de manière régulière, comme on en parlera. Donc, ce qui est intéressant quand même, et c'est surprenant à certains égards, c'est que, bien sûr, quand on forme les centres, ils font un entraînement assez poussé où ils sont formés sur l'animal et il y a une journée également de théorie. Même s'ils voient ce que l'implantation fait sur l'animal et même si, bien sûr, on explique les plus du produit, il y a toujours un effet waouh parce qu'en fin de compte, les gens ne comprennent pas vraiment le potentiel de cette technologie qui est incroyable. Et d'ailleurs, si vous allez sur LinkedIn, parce que bien sûr, on ne reporte pas les cas un par un, ben, vous verrez, si vous tapez Bremen Carmat ou vous tapez Dijon Carmat, vous voyez que les centres sont très élogieux, ce qui nous fait très plaisir. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est travailler sur le parcours patient à développer progressivement pour libérer tout le potentiel d'Izone. Alors, bien sûr, c'est la compréhension des points de blocage. C'est une chose. Je pense que là, on est là. C'est engager les centres et dans le développement de ce parcours patient. Et Francesco, il reviendra avec tout ce qu'on est en train de faire. Et puis, bien sûr, c'est également la présence sur le terrain parce que il ne faut pas oublier que, certes, il y a Carmat, c'est une solution unique, mais il y a d'autres solutions pour d'autres maladies qui touchent les mêmes médecins. Et les autres sociétés font leur travail, bien sûr. Ils essaient de prendre du temps de bloc opératoire pour leurs technologies qui font d'autres choses. Donc, il y a un problème de share of voice dont on est conscient et on est content de compter dans nos rangs de plus en plus de personnes de qualité qui vont nous aider à développer plus rapidement le business dans les pays commerciaux, dits commerciaux. Alors, l'expérience clinique. Alors, très rapidement, bon, le produit, le choix était d'avoir un produit où on n'avait aucun contact du sang avec des parties métalliques ou plastiques. Tout ça pour changer le paradigme, parce que normalement, vous aviez des turbines en acier, ce qui créait des problèmes d'anticoagulation, et vous deviez choisir entre les saignements et les AVC. Ce qui est intéressant avec Carmat, c'est que, vous le verrez, on a sur 70 patients jamais connu d'événements d'AVC invalidants et ou de saignements gastro-intestinaux. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Et ce qui est intéressant, ça nous met en pole position pour devenir la solution de prédilection pour la destination, pour la thérapie de destination, parce qu'en fin de compte, une fois qu'on va recommencer les études, pas plus tard que le début de l'an prochain, sur la destination, donc pour toujours, les patients seront tranquilles du côté clinique parce qu'ils ne devront pas s'attendre à des événements cliniques. En plus, étant donné que l'anticoagulation est très faible chez Carmat, ils ne devront pas vivre dans une bulle parce que pour les autres technologies, il y a une anticoagulation assez forte, souvent du warfarine, et c'est des patients, quand ils ont un coup sur la main, bah, ils développent un bleu. Donc la qualité de vie chez nous est autrement plus supérieure que ce qui est fait aujourd'hui ailleurs. Alors, à rappel, bien sûr, il faut qu'on revienne vraiment aux éléments de base. Donc, on ne peut pas ignorer le premier cœur artificiel qui existe, qui a été inventé parce qu'il a ouvert la voie et on a beaucoup appris grâce à eux, même au niveau de la chirurgie. Donc, on s'inspire beaucoup. Alors, bien sûr, c'est une solution qui est vraiment très différente, très bruyante,
qui requiert beaucoup d'anticoagulation, qui a beaucoup d'événements cliniques. Après, il y a eu du bricolage parce que comme il n'avait pas convaincu comme produit, il y a des gens qui avaient mis 2 pompes ensemble, ça s'appelle des BIVAD, 2 assistantes ventriculaires gauche. Et comme vous le voyez, il manque beaucoup d'éléments importants pour rendre ce remplacement physiologique. Il n'y a pas d'autorégulation, donc on est la seule technologie avec une intelligence un peu inside, comme faisait Intel avec ses microchips. Donc on régule le flux sanguin par rapport aux besoins du patient en temps réel, ce qui est unique, et personne d'autre n'a ça en développement. Et surtout, on peut vanter une hémocompatibilité élevée, et ça, c'est pas un point de détail, on n'a pas d'hémolyse, et on a une anticoagulation qui est très basse, et dans le futur, on travaillera pour voir si on peut se soustraire à cette anticoagulation telle qu'elle est délivrée aujourd'hui. D'ailleurs, il y a certains centres qui également utilisent des solutions orales. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin des statisticiens. Sur 70 patients, sur plus de 27 ans cumulés d'expérience, nous n'avons jamais expérimenté d'accidents vasculaires cérébraux invalidants et pas de saignements gastro-intestinaux. Donc, encore une fois, c'est ce qui nous met comme solution favorite pour une première indication pour un cœur artificiel pour la thérapie de destination. Alors, comme vous voyez, je pense qu'il faut célébrer chaque étape de développement. Bien sûr, il faut se fixer des objectifs. Donc, plus de 10 ans d'expérience clinique convaincante depuis la première implantation en 2013. Comme vous voyez, on a voulu mettre les courbes parce que certes, ça peut sembler lent pour certains, mais en fin de compte, on voit bien qu'on est dans une trajectoire exponentielle. Donc, aujourd'hui, on a passé le cap des 70 patients. On était à 50, si vous vous en rappelez, en décembre. On a la durée de support la plus longue, ça a été 25 mois parce que, pour rappel, dans l'étude marquage CE, on avait la possibilité de faire du pont à la transplantation et à la fois de la thérapie de destination. Et donc, on a un patient qui a été jusqu'à 25 mois et qui est mort d'une autre pathologie. Mais bon, on a pu montrer que le cœur pouvait marcher 2 ans sans problème quand il était bien produit. 19 patients des 70 ont eu la chance d'être transplantés pour l'heure. Et on a un cumul, comme je disais auparavant, de 27 ans. Et ce qui est très important, et ce qui est une avancée monstrueuse par rapport même aux projets concurrents potentiels, puisque, comme je le disais, quand on y arrive, et c'est dans la majeure partie des cas, on récupère la prothèse et dès qu'elle arrive chez nous, on analyse la prothèse à 360 degrés, ce qui veut dire qu'on analyse tous les composants. Et ça va nous supporter dans cet effort continu d'amélioration du produit, pour viser toujours la destination, la thérapie de destination. Alors, quel est le profil des patients traités? Alors, la moyenne, c'est 53 ans. Et bien sûr, on a des limites supérieures à 74 ans. Et également, le patient le plus jeune, si je ne me trompe pas en France, ça a été 21 ans, je crois, à Lille, un congénital. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est parce que quand on a démarré, on était directement en confrontation avec, ou en concurrence, si vous voulez, avec le greffon humain. Donc, quand un patient arrive en insuffisance cardiaque avancée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois qu'il va très mal, on le met sous oxygénation externe, et ce pendant 2 semaines. Après, les études disent clairement que le risque d'infection est élevé, et au bout de 2 semaines, en général, quand on ne trouve pas de greffon, les centres essaient de trouver d'autres solutions, et dans ce cas-là, il n'y en a pas d'autre que Carmat aujourd'hui en Europe. Donc, c'est la raison pour laquelle, après, on appelle Carmat. Mais bien souvent, c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait autant de patients que prévu, parce que quand on commence à développer une thérapie, il faut que l'hôpital suive. Et très souvent, en termes d'organisation, on a perdu beaucoup de patients, parce que malheureusement, le temps qu'il a fallu pour que l'hôpital s'organise, eh bien, le patient décompensé est mourait. Donc ça, maintenant, on a compris, ils ont compris, et je pense qu'on ne loupera plus ces patients. On en a perdu plus d'une dizaine, malheureusement, pour le traitement Carmat. Donc ça, c'était la stratégie de départ. C'était de se mettre en concurrence directe avec un greffon humain. On attendait 14 jours, et là, avec le centre, on voyait qu'est-ce qu'ils voulaient faire, s'ils voulaient passer à Carmat ou non. Mais on a eu beaucoup de pertes, on va dire. Donc, grâce, bien sûr, à d'autres expériences, notamment en France et notamment à Pompidou et au docteur Anne-Céline Martin, c'est qu'on a vu également une indication très importante qui est beaucoup plus, je dirais,
souple pour nous en termes d'organisation et pour les centres. C'est tous ces patients qui devraient être transplantés, mais qui malheureusement ont des contre-indications et donc ils ne peuvent pas recevoir de greffon humain. Donc, c'est les patients qui sont en surpoids, c'est des patients qui ont des hypertensions pulmonaires et il n'y a pas d'autre solution que Carmat. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Donc, quand ces patients qui sont proches d'être en liste d'attente ne peuvent pas l'être, eh bien, ils sont routés vers Carmat. On met un Carmat et au bout de quelques semaines, en général, on règle ces problèmes de contre-indication et ils peuvent être listés pour ensuite être transplantés. Donc, aujourd'hui, quand on a commencé le traitement il y a des années, on était en concurrence directe pendant 2 semaines avec un greffon humain, mais aujourd'hui, on a une autre indication ou un autre positionnement qui est régler les contre-indications afin que ces patients, dans un second temps, puissent être listés. Donc, c'est beaucoup mieux pour nous. Comme vous le verrez également, parce qu'il faut faire de necessity vertu, alors bien sûr, il est toujours mieux de traiter les patients le plus tôt possible. Il faut les traiter dans des conditions difficiles cliniquement, c'est jamais idéal. Malheureusement, il y a un temps d'apprentissage avec les centres. Donc, on a accepté d'élargir les indications et comme vous le verrez, donc il y a une classification qui s'appelle Intermax qui va de 7 à 1 et 1 et 2, c'est des gens qui ont quelques jours, voire quelques heures de vie. Donc, on a accepté de traiter ces patients maintenant. Et on a beaucoup appris et maintenant on sait les traiter. C'est des patients qu'on ne perd pas, c'est des patients qu'on arrive à stabiliser même en quelques jours et qui reprennent un cours de vie assez acceptable quelques jours seulement après Carmat. Donc le learning, l'apprentissage, c'est qu'on est capable de traiter ces patients pour lesquels il n'y a pas d'autre solution et ce qui va nous aider vraisemblablement également à croître plus rapidement. Donc on traite des patients qui ont quelques heures de vie devant eux, voire quelques jours seulement. Donc, c'est une thérapie qui change vraiment la donne pour les patients et les médecins. Donc, la procédure chirurgicale, la récupération est très rapide maintenant. Les gens mangent quasiment dès le second jour. Ils sont extubés après moins de 24 heures. Et la chirurgie, tous les patients sont toujours sortis du bloc opératoire, ce qui est unique dans l'histoire des implants cardiaques, que ce soit les stents ou les valves. Jamais personne n'a pu avoir 100% de succès de procédure, ce qui est assez unique, surtout quand on pense qu'on a vraiment une procédure très invasive. Bien sûr, la qualité de vie. Donc, le flux sanguin s'adapte aux activités du patient. Personne d'autre sait le faire. Donc, le patient peut retourner. Je vous invite à regarder des vidéos sur la BBC ou ailleurs sur les patients. Peu de médicaments et d'anticoagulation, ce qui est très bien, ce qui est que le patient n'a pas besoin de se protéger dans ses mouvements et il n'a rien à faire. Ça, c'est ou très peu à faire avec les composants externes. Et le soutien est durable, donc c'est vraiment un produit, comme on dit aujourd'hui, plug and play. Je pense qu'un cas très intéressant, c'est le cas de Pompidou qui a été transplanté. Vous verrez une photo avant la marche qui avait été organisée par l'hôpital Pompidou à Seine-Martin, la marche des ponts. C'est un patient, pendant 5 mois, il n'a eu rien à faire. Ils ont mis la prothèse et elle a été jusqu'à la transplantation. Donc ça, c'est également unique. Tous les autres dispositifs n'ont pas d'intelligence et doivent être réglés assez souvent. Et bien sûr, on a un profil d'hémocompatibilité qui est inégalé aujourd'hui et qui le restera pendant très longtemps. Alors, quelle expérience clinique d'un patient dans la vie réelle? Alors ça, c'est l'expérience d'un patient de Pompidou, mais qui est assez, je dirais maintenant, qui est devenue la norme pour tous. Donc, vous avez l'implantation. En moins de 2 semaines, en général, ça dépend des centres, mais qui sont plus ou moins agressifs, le patient sort de la thérapie intensive. Au bout d'1 mois, on le transfère en centre de réhabilitation où il va regagner de la masse musculaire. C'est des patients qui ne bougent pas depuis des mois, des semaines, donc ils ont perdu beaucoup de leurs muscles. On leur donne une alimentation riche pour regagner de l'énergie et on les entraîne pour qu'ils puissent refaire des efforts. Après quelques jours après, une vingtaine de jours après, ils retournent au domicile jusqu'au moment où ils attendent un appel où on leur dit qu'ils ont reçu un greffon pour la transplantation. Alors, ces patients, comment vivent-ils? Encore une fois, je vous invite à aller sur Internet. Donc, ils ont un système de batterie externe qui est connecté au dispositif à travers un câble qui sort par l'abdomen, qui est stabilisé au niveau d'une ceinture.
Ça leur permet de faire des balades de plus de 6 heures, voire plus, parce qu'il y a bien sûr, il y a d'autres batteries dans le sac qui leur permettent de changer pendant leur balade. Et quand ils se baladent pas, ils se connectent directement à la prise de secteur. C'est assez léger et avec la nouvelle directive européenne, on espère bientôt avoir également, on va passer à une nouvelle configuration qui sera encore beaucoup plus simple à gérer pour le patient, une configuration de seconde génération qui est prête et qui attend seulement l'autorisation à être utilisée, on espère, d'ici la fin de l'année. Alors, le retour d'expérience des praticiens, quel est-il? Eh bien, c'est de faire un DISON, un traitement de première intention. Donc, faire confiance au produit. Bien sûr, il est nouveau. C'est comme quand un chirurgien opère pour la première fois. Il ne sera pas aussi bon qu'au bout de 100 opérations. C'est la vie. Donc, il y a une courbe d'apprentissage. Mais il faut faire confiance, donner la chance au dispositif pour apprendre ensemble. Donc, c'est efficace, c'est très fiable. Bien sûr, on peut en renforcer la fiabilité, mais on arrive à des niveaux très intéressants aujourd'hui. On ne cesse bien sûr d'améliorer, c'est sûr, et c'est facile à utiliser. Il faut sélectionner les patients au bon moment, parce qu'attendre trop longtemps, c'est donner peu de chance aux patients de se rétablir. Et puis surtout, considérer Carmat dans toutes les discussions dans les hôpitaux comme un des outils possibles, entre d'autres. Donc, ça, c'est pour la partie clinique. Donc, on apprend beaucoup et on se renforce tous les jours. Et je vais passer la parole à Francesco à ma gauche afin qu'il vous donne un peu plus de couleur par rapport à comment il voit le développement commercial, le passé, le présent et surtout le futur. Merci, merci Stéphane. Donc, comment expliqué par Stéphane tout à l'heure, nous avons continué à progresser dans le développement commercial de notre thérapie. Et nous avons désormais 42 centres formés dans 14 différents pays en Europe. Notre organisation, comme annoncé à janvier, continue à grandir et va continuer à grandir pour améliorer la couverture commerciale et aussi offrir un support clinique top class. La production est toujours suffisante pour répondre à la demande et ça c'est un point très important parce que nous permet d'être très réactifs quand il s'agit de traiter les patients les plus urgents. Pendant la première partie de l'année, nous avons progressé dans notre compréhension du parcours d'orientation des patients qui nous a permis d'élargir la sélection des patients. Donc, on traite de plus en plus des patients plus graves, mais aussi de plus en plus des patients qui ont des étiologies d'insuffisance cardiaque les plus variées. Donc, nous avons continué à construire notre plateforme clinique commerciale qui va nous permettre d'accélérer ultérieurement pendant la deuxième partie de l'année. Pendant les premiers semestres, nous avons continué dans notre progression des implantations et si on considère dans cette slide aussi la France, donc pas seulement les pays commerciaux, 79% des hôpitaux formés ont référé des patients, 44% des hôpitaux formés ont réalisé des implantations et nous avons aussi initié la thérapie dans 9 hôpitaux pendant la première partie de l'année. Donc, tous ces chiffres-là sont en croissance par rapport à l'année dernière et les implantations ont doublé, ont quasiment doublé entre les premières et les deuxièmes trimestres 2024. Donc, les T2 2024 étaient les meilleurs trimestres dans l'histoire de Carmat avec 13 implantations et c'est ça qui a nous permis aussi de faire mieux en termes de chiffre d'affaires déjà cette année par rapport à toute la totalité du 2023.
En France, nous continuons à avoir une excellente dynamique permettant d'anticiper une finalisation de l'étude efficace pendant la première partie de l'année prochaine. Comme déjà dit, au total, 25 patients ont été inclus dans l'étude, dont 14 ont reçu un traitement au cours de 2024. Tous les hôpitaux, tous les 10 hôpitaux qui participent à l'étude ont participé en manière active au recrutement des patients et 9 hôpitaux sur 10 ont réalisé leur première implantation depuis le démarrage de l'étude. Comme on a dit au début de l'année, l'étude efficace est un projet d'importance stratégique pour Carmat parce qu'il va nous permettre de soutenir la proposition de valeur d'Ison et nous aidera aussi à obtenir le remboursement en France et aussi l'approbation commerciale aux États-Unis. Donc, la publication des résultats qui est prévue vers la fin de 2025 sera un catalyseur crucial de l'adoption de la thérapie en Europe. Pendant le deuxième semestre 2024, nous allons continuer à exécuter notre stratégie de développement du marché qui est basée sur 3 piliers. Le développement commercial, les financements et le remboursement de la thérapie et l'engagement client. Comme on a dit plusieurs fois, l'Allemagne et l'Italie restent les pays prioritaires, mais dans le même temps, nous allons continuer notre expansion géographique. Nous avons réalisé nos premières ventes en Pologne et il y a déjà 6 autres pays qui sont prêts à implanter. Il y a aussi un 7e qui vient s'ajouter au lot et c'est la Serbie. Donc, l'objectif est toujours clair et former les nouveaux hôpitaux. On est en train, et c'est ce qu'on est en train de faire. L'objectif, c'est des 50. On est à 42. On a déjà des centres planifiés dans les semaines à venir. C'est d'activer des nouveaux pays et bien sûr, transformer la majorité des hôpitaux formés en centres d'implantation. C'est exactement ça qu'on est en train de réaliser. Après, bien sûr, les financements et les remboursements de la thérapie restent primordiaux. Et donc, nous continuons à progresser dans les négociations individuelles entre les hôpitaux et les assurances en Allemagne et dans la mobilisation des budgets dédiés pour faciliter l'implantation de notre dispositif ISO dans des autres pays. Et l'engagement client occupe toujours une place centrale dans notre stratégie. Et comme déjà annoncé, nous avons amplifié nos efforts pour partager l'expérience des clients, obtenir davantage les soutiens des leaders d'opinion et renforcer les parcours de référence qui est un point clé pour progresser dans les rythmes d'implantation. L'objectif de notre stratégie est de construire une plateforme clinique commerciale solide qui nous permettra d'atteindre nos objectifs d'implantation et ultérieurement accélérer une fois que la publication de l'étude efficace sera réalisée. À titre d'exemple de nos initiatives d'engagement client, vous pouvez apprécier sur cette diapositive notre plan de communication à niveau des congrès. Donc, nous continuons à diffuser les connaissances cliniques et l'expérience clinique en organisant des présentations, des symposiums lors des congrès internationaux. Et ce qui est nouveau par rapport à l'année dernière, on essaie de faire la même chose de plus en plus aussi à niveau des congrès locaux, qui d'ailleurs marchent très très bien. Et les cibles de ce type de communication ne sont pas seulement les chirurgiens,
mais aussi les cardiologues, les intensivistes, les coordinateurs BAD, donc tous les stakeholders qui sont impliqués dans la prise en charge des patients avec des insuffisances cardiaques avancées. Et bien sûr, en présentant des expériences cliniques et les meilleures pratiques, nous visons à favoriser de plus en plus l'adoption de notre dispositif au sein de la communauté médicale. La communication sur la thérapie et les dispositifs ISON est aussi réalisée par les hôpitaux. Donc, on collabore avec eux pour faire connaître la thérapie, ses résultats, son impact sur les patients au grand public. Donc, ici, vous pouvez voir quelques exemples de communication réalisées par les hôpitaux, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne. Par exemple, la communication de Brême avec la première implantation réalisée sur une femme en Europe, la communication de l'Art-Centrum à Leipzig, qui a réalisé aussi un documentaire qui était transmis à la télévision nationale allemande, et aussi la communication de la première implantation qui était réalisée à Varsovie et en général en Pologne. Et comme annoncé en janvier, en appuyant sur les fondations de notre groupe d'experts chirurgicaux, nous avons créé un groupe dédié à la cardiologie, à l'anesthésie et aux soins intensifs, avec vraiment l'objectif de continuer notre compression des parcours patients et pour aussi influencer ces parcours-là à mesure qu'on peut grandir le nombre de patients qui puissent bénéficier de notre thérapie. Donc, dans ces groupes-là, coordonnés par Dr. Pappalardo de Catania, Italie, il y a des experts internationaux renommés qui viennent de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, et leur mission sera de publier des cas cliniques, de produire un document de consensus sur la manière d'utiliser notre dispositif ISON et surtout faciliter l'actualisation des guidelines, des recommandations pour la prise en charge des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque avancée. Le travail de ce groupe sera clé et avec les résultats de l'étude efficace nous permettra de libérer les potentiels de la thérapie ISON. Je termine ma partie, je passe la parole à Pascal. Merci Francesco. Donc un petit point production et finance également. Alors, pourquoi parle-t-on de production? On le rappelle à chaque fois, effectivement, pour qu'une thérapie soit comme la nôtre soit un succès, il faut d'une part avoir des bons résultats cliniques, et je pense qu'on a démontré que c'était bien le cas, mais il faut également réussir ensuite à produire ce produit, ce qui est toujours un challenge dans le domaine de la medtech, et encore plus pour Carmat, puisque ISON est probablement le produit le plus sophistiqué jamais conçu dans le domaine de la cardiologie. Alors, on a eu des écueils par le passé, ceux qui nous suivent depuis plusieurs années le savent, et les très bonnes nouvelles maintenant, c'est qu'effectivement, on a une capacité de production qui est absolument en place et qui nous permet d'accompagner aujourd'hui le développement de la thérapie et qui va nous permettre aussi d'accompagner la croissance de nos ventes au cours des 2 prochaines années. On a notamment donc ouvert un second bâtiment de production que je vous montrerai dans un instant en fin d'année dernière sur notre site de production de Bois d'Arcy. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant un flux continu de production. La production est devenue routinière et on a de manière courante de 20 à 30 cœurs artificiels ISON sur étagère, comme on dit, donc en stock, qui nous permet de répondre à la demande, même en cas d'urgence, si besoin. Et bien sûr, nous continuons également à améliorer de manière continue
nos processus de production, à continuer également à travailler de manière collaborative avec nos fournisseurs pour rendre nos processus de production encore plus efficaces et, de manière très importante aussi, réduire progressivement notre coût de production, ce qui sera un facteur essentiel pour notre profitabilité future. Alors, sur le plan, sur le plan vraiment du site de production, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir à Bois d'Arcy, donc en région parisienne, sur notre site, le premier bâtiment que vous voyez au milieu, le dit Bois d'Arcy 1, BDA 1, c'est notre site historique. Et nous avons, en fin d'année dernière, donc en décembre 2023, ouvert un second site juste à côté qui s'appelle BDA 2, un second bâtiment de production. Et c'est dans l'ensemble de ces deux bâtiments que nous faisons aujourd'hui notre production de cœur artificiel. Il y a un troisième bâtiment que vous voyez sur la droite qui est aujourd'hui un site, un bâtiment essentiellement consacré au stockage, mais qui pourrait nous donner des options pour accroître encore notre production lorsque ce sera nécessaire dans le futur. Alors, sur le plan financier, comme l'a dit Francesco, et c'est très important, donc on a réalisé sur les 6 premiers mois de l'année, sur le premier semestre de 2024, un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros, qui est d'ores et déjà supérieur au chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros qu'on avait fait pour l'année entière l'année dernière. Donc, une belle dynamique. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est effectivement la dynamique entre le premier et le second trimestre de 2024, puisque nous avons réalisé au premier trimestre 1 million de chiffre d'affaires et nous avons réussi à doubler ce chiffre d'affaires au deuxième trimestre, donc pour réaliser un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros. Et c'est ce type de dynamique que nous anticipons pour le reste de l'année et dans le futur, donc approximativement un doublement du chiffre d'affaires durant les trimestres à venir, avec, bon, pour le troisième trimestre, probablement un chiffre d'affaires, une progression un petit peu moindre parce que les mois d'été sont toujours un petit peu plus compliqués. Mais voilà, et on vise un type de dynamique de cet ordre-là, un doublement du chiffre d'affaires quarter par quarter ou trimestre par trimestre. Le nerf de la guerre reste le financement. Pour une société comme la nôtre, vous le savez, qui ne génère pas encore de profit, on l'a dit, il nous faudra encore quelques années pour arriver à notre seuil de profitabilité. Donc, le nerf de la guerre, c'est le financement. Il faut que nous nous financions en externe, soit par des levées de fonds ou d'autres types de financement, aide publique par exemple. Alors, aujourd'hui, notre horizon de financement a été étendu jusqu'à fin septembre 2024. Alors, comment avons-nous réalisé cela? Eh bien, en faisant 2 levées de fonds d'ores et déjà au mois de janvier puis au mois de mai de cette année. On a levé au total 33 millions d'euros. Et puis, on a annoncé la semaine dernière, on a mis une ligne de financement en fonds propres. On a mis en place une ligne de financement en fonds propres avec une avance de 2,2 millions d'euros et qui s'étendra sur effectivement une période de 24 mois. Donc aujourd'hui, notre horizon de financement est à fin septembre de 2024. Par ailleurs, donc on travaille pour réduire progressivement ce qu'on appelle notre cash burn, notre consommation de trésorerie. Vous savez qu'historiquement, on avait une consommation de trésorerie de l'ordre de 5 millions d'euros par mois. Nous visons 4 millions et nous sommes en très bonne voie pour ce faire en 2024. Et tout ça est facilité bien évidemment par la croissance de nos ventes et par une stricte discipline financière. Donc, nous faisons très attention à nos dépenses et à la priorisation de nos différents projets. Et puis, dernier facteur, on a restructuré au premier trimestre de cette année notre dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a reculé l'échéance de l'ensemble de nos emprunts, donc à la fois PGE et l'emprunt contracté auprès de la BEI, de plus de 2 ans. Ce qui veut dire qu'en 2024 et 2025, nous aurons très peu à rembourser. C'est tout à fait non significatif, ce qui nous donne une bouffée d'oxygène très significative et nous permet de consacrer nos ressources vraiment au développement de notre thérapie sur ces 2 années-là, plutôt qu'au remboursement de notre dette. Et puis, à partir de 2026-2028, lorsque l'on commencera à avoir à rembourser des sommes plus importantes, eh bien, on a mis en place pour notre prêt le plus important, le prêt BEI, une équitisation, c'est-à-dire qu'on transforme progressivement notre dette en action, ce qui veut dire qu'on la remboursera en action plutôt qu'en numéraire, donc en trésorerie, ce qui nous permet là encore de préserver notre trésorerie. Il demeure qu'effectivement, comme je l'ai dit,
nous ne générons pas encore de profit. Il nous faudra donc sécuriser de nouveaux financements dans le futur et il y a lieu donc d'anticiper des augmentations de capital dès ce second semestre de l'année 2024. Et je repasse la parole à Stéphane pour la conclusion et nos perspectives. Merci Pascal. Donc les perspectives, quelles sont-elles? Donc déjà, si on regarde la situation de l'environnement qui nous entoure, donc il y a un potentiel commercial qui est immense. Aujourd'hui, bien sûr, on parle de ces patients qui ont besoin d'un traitement par le biais de l'indication du bridge to transplant. C'est suffisant pour générer plus d'1 milliard de dollars par an à horizon de 10 ans. Il ne faut pas oublier que, certes, le pont à la transplantation, c'est un marché qui est très important, mais le vrai marché de 40 milliards, c'est la thérapie de destination. Donc, le bridge to transplant est très important pour nous parce que ça nous permet d'apprendre, de créer un produit qui sera prêt pour la destination et surtout, le bridge to transplant va nous permettre d'atteindre d'ici 4 ans, par rapport aux plans qui sont prédéfinis, la profitabilité. Donc, c'est une étape nécessaire, voire indispensable pour pouvoir s'installer dans un second temps sur la thérapie de destination. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, on a une technologie qui est supérieure par rapport aux alternatives existantes et à venir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun projet qui est aussi ambitieux que le nôtre au niveau des résultats cliniques. Donc, on a une avance considérable sur tous les autres projets et surtout au niveau technologique. La capacité hospitalière est adaptée. Maintenant, le challenge pour nous, c'est bien sûr l'apprentissage pour définir le parcours patient et aider l'envolée de notre thérapie. La capacité de production qui est vraiment le vrai problème en dispositif médical parce que le produit, bien sûr, on apprend beaucoup quand on l'implante et c'est là qu'on en voit les limites. Et puis également, quand on passe du prototypage, comme j'ai l'habitude de dire, à la production entre virgules de masse, parce qu'on ne parle pas non plus de milliers d'unités, mais bon, on va dire quand même une production continue et soutenue, c'est là qu'on apprend parce qu'il faut mettre des process de production en place. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça arrive même aux plus grands, et ça d'ailleurs arrive à tout le monde dans le dispositif médical. Je prends toujours le cas de Philips, qui est le plus récent et le plus important des dernières années, mais des recalls, comme on les appelle, ou des rappels de produits, ça arrive pour toutes les technologies, même les technologies de succès aujourd'hui, comme les valves aortiques percutanées, développées par, malheureusement, Alain Cribier qui nous a quittés il y a quelques mois, ou le MitraClip, etc., etc. Donc ça, c'est l'écueil de toutes les sociétés qui font du dispositif médical. Et je dois dire, la grande satisfaction, c'est que bien sûr, on a payé le prix comme tout le monde, mais aujourd'hui, on a passé ce cap. Et comme disait Pascal, c'est agréable de voir que on a réussi à travailler en intelligence avec les fournisseurs pour avoir une production soutenue où on voit les taux de rebut qui baissent de jour en jour. Donc, on a des procédés de plus en plus stables quasiment à toutes les étapes de production et bien sûr, on n'arrête pas de s'améliorer tous les jours. Donc, la feuille de route stratégique et les étapes clés à venir, quelles sont-elles? Donc, objectif pour 2024, je pense qu'on a bien commencé l'année. Donc, le développement commercial, il connaît une dynamique positive. Le recrutement dans l'étude efficace, comme je disais, c'est la première fois, alors qu'on avait un plan de recrutement qui était ambitieux, hein, c'est la première fois que dans mon expérience, on est en ligne avec le tableau de recrutement. Donc, le but, c'est d'être à 75% au moins des recrutements dans l'étude efficace cette année et on est dans une bonne dynamique. Même chose pour le nombre de centres qu'on s'était fixé pour la formation. Réduction de la trésorerie, pareil. Je pense que Pascal et les équipes de management ont fait un très grand travail pour arriver à ce quasiment 4 millions par mois. Donc, bien sûr, ça nous a demandé de retarder des projets qui, certes, sont tous importants, mais moins utiles pour le court terme. Et on travaille de manière active pour soumettre le dossier de reprise pour la deuxième cohorte de l'étude américaine. Alors, pour rappel, étant donné qu'on a fait beaucoup de changements sur le produit, malgré toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les FDA, étant donné que c'est un produit qui est très complexe et qu'ils ne le connaissent pas aussi bien que
l'autorité compétente qui s'occupe de nous, ou le Notified Body d'ECRA. Donc, ils ont voulu avoir 8 prothèses, comme le demande souvent la norme, pour 6 mois et voir les résultats. Donc, on a mis ces 8 prothèses pour repartir aux États-Unis sur banc d'essai en juin. On aura les résultats en décembre. Et donc, le but, c'est de les fournir pour pouvoir repartir ou avoir une autorisation fin d'année, début d'année prochaine. Bon, en parallèle, on a quand même des discussions avec eux parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un besoin. Mais bon, on verra plus tard. Mais on est bien avancé sur tous les projets. Objectif à moyen terme, comme disait Pascal, c'est bien sûr travailler et se préparer pour doubler la capacité de production, vraisemblablement le building BDA3. Obtenir des remboursements pérennes, parce qu'aujourd'hui on a des financements, ce qui est très bien, mais le remboursement c'est autre chose, c'est quelque chose, c'est des codes et c'est des choses qui sont automatiques. Le profit passera par la réduction drastique des coûts de production. Donc, je parlais de la configuration portée des batteries, etc., qui, on espère pouvoir utiliser dès janvier de l'an prochain, voire un peu plus tard. Là, déjà, ça sera 50% de réduction sur ce matériel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire surtout. Renforcer la base des fournisseurs au niveau qualitatif, déjà, et également au niveau de partnership. Donc, il faut qu'on essaie de leur faire comprendre que leur succès, c'est pas le succès d'aujourd'hui, c'est nous aider à croître pour pouvoir avoir des volumes plus importants. Et puis le lancement sur le marché américain, on espère en 2027. Donc tous les objectifs 2024 sont en bonne voie et on anticipe la poursuite du rythme de croissance trimestrielle des ventes enregistrées au S1 sur le reste de l'année pour arriver à un chiffre d'affaires annuel, on espère, autour de 14 millions. Donc, pourquoi investir dans Carmat? Déjà, le marché, je pense, quelle que soit l'indication, pour la transplantation, bien sûr, destination est immense. La technologie, elle est supérieure. Il n'y a pas de question dessus. On est la seule technologie qui peut prétendre ne pas avoir eu de complications cliniques, que ce soit AVC, invalidant ou saignements gastro-intestinaux, et unique, bien sûr, en son genre. Et il n'y a pas d'autres projets en développement de cet acabit. Donc, j'ai toujours tendance à comparer un peu notre cas un peu à SpaceX et les autres lanceurs plus classiques. Je pense qu'on est dans la même configuration. Vous en tirez les conclusions que vous voudrez. Une équipe de direction reconnue. Donc, je pense qu'on a une équipe de direction que j'ai mis quelques années à construire et qui, depuis 5-6 ans, est stable. Donc, je suis content d'avoir à mes côtés des gens qui ont confiance et qui construisent la société vers le succès, vers la route du succès. On est une entreprise à part entière et ça, c'est important. Donc, on n'est pas une start-up, comme j'ai l'habitude de dire, dans un garage en Californie. C'est qu'on est une vraie société et on peut être considéré comme une division d'un gros groupe. Donc, on fait tout in-house. On est une société au stade commercial, ce qui est unique. On était quand même 5 prétendants en 2008 sur la ligne de départ et aujourd'hui, on est la seule société présente au niveau commercial parmi ces 5 sociétés. On est la seule en Europe et on est la seule à avoir ce rythme d'implantation. Bien sûr, notre objectif ultime, on l'a jamais perdu de vue. Mais comme je disais, le pont à la transplantation, c'est une étape importante pour arriver à notre but ultime, qui est devenir le premier cœur artificiel approuvé pour la thérapie de destination. C'est passer par le pont pour nous aider à apprendre et à arriver à la profitabilité. Donc voilà. Donc, sur ce, je vous remercie à tous et nous allons ouvrir la session des questions. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Et en effet, on a beaucoup de questions, comme vous pouvez vous en douter. On a une première question à la fois sur l'activité et le chiffre d'affaires d'un premier actionnaire qui dit donc en janvier 2024, vous annonciez 4 implantations par mois au 4e trimestre 2023 par rapport à 1 par mois au 3e trimestre 2023. Puis, vous annoncez aujourd'hui à nouveau 4 implantations par mois au T2 2024 contre 2 par mois au T1 2024. Comment expliquez-vous la chute dans cette dynamique et est-ce que vous arriverez au chiffre d'affaires annuel de 14 millions d'euros tel qu'envisagé? Oui, c'est une très bonne question. Alors, il faut comprendre que le business auquel on appartient, l'assistance mécanique, ne fonctionne pas comme les autres business en cardiologie où il y a une activité qui est assez continue et qui est perturbée bon an mal an quand même par plus ou moins par les vacances ou les ponts. Dans notre cas,
C'est assez particulier. D'ailleurs, c'est le cas de la seule thérapie importante dans notre catégorie de produits qui est le LVAD, l'assistance ventriculaire gauche d'Abbott. C'est que le trimestre le plus fort, c'est le 4e trimestre. Et le trimestre le plus faible, c'est le 1er trimestre. C'est la raison pour laquelle, en effet, on est un mois de décembre très fort et un janvier très bas. Ça s'explique par le fait que, à travers l'Europe, étant donné que la trêve des vacances de Noël est assez longue, les hôpitaux s'organisent en décembre pour traiter les patients qui sont en thérapie intensive en urgence, parce qu'ils savent que de toute façon, l'activité va être perturbée de manière importante pendant plusieurs semaines. C'est la raison pour laquelle le 4e trimestre est très élevé par rapport à un 1er trimestre qui est très mou, notamment impacté par un mois de janvier qui est quasiment nul. Donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, on avait communiqué un très bon mois de décembre et il y a eu un ralentissement qu'on voit au Q1 et avec une reprise au Q2 qui, bien sûr, devrait également augmenter. Et on espère, si vous regardez les courbes de comparaison entre T1 de chaque année et le T2 de chaque année, on espère que le T4 de l'an prochain, de cette année, de l'an dernier, on va le dépasser largement comme on l'a fait aux 2 premiers trimestres. Donc oui, en effet, le 4e trimestre est toujours très fort par rapport au 1er trimestre. C'est la raison pour laquelle il y a eu un ralentissement au niveau de la fréquence des implantations après le 4e trimestre de l'année passée. Merci Stéphane. Une autre question. D'après vous, quels sont les facteurs accélérateurs des implantations? Est-ce que c'est l'effet d'entraînement des nouveaux hôpitaux? Est-ce que c'est l'étude efficace et ses données? Alors, en effet, pour arriver aux 14 millions, il faudra qu'on ait un 4e trimestre très fort. Donc, il sera déjà favorisé par cet effet de saisonnalité qui est naturel. Bien sûr, avec le fait qu'on a activé 9 nouveaux centres, donc ces centres-là seront appelés à traiter de nouveaux patients. Et grâce à la stratégie de Francesco, qui était également d'élargir le nombre de pays qui devraient être actifs au 4e trimestre. Et on compte quand même 7 pays supplémentaires. Donc, c'est quand même assez important. Encore une fois, ce qu'on a vu en France, on espère le voir très rapidement au niveau commercial. Mais pour rappel, on avait favorisé, parce qu'on n'avait pas de produit, donc on avait favorisé le démarrage d'efficace sur le démarrage commercial. Donc, il y a une différence, je dirais, d'expérience et d'apprentissage de 4 à 5 mois entre efficace, l'étude française, et le commercial. Efficace, on l'a relancé fin juin, début juillet, alors que le commercial a été lancé vraiment fin septembre, début octobre. D'accord ? Donc, quand vous regardez Efficace, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 centres dans Efficace qui ont fait déjà chacun 5 patients. Et c'est sur cette dynamique, ces redo, ces reorders, si vous voulez, qu'on compte par rapport aux centres déjà actifs qui sont au nombre de 44%. Donc, en conclusion, on compte sur quoi pour un Q4, un 4e trimestre important? C'est la saisonnalité. C'est cet effet, bien sûr, de dynamique des centres qui ont déjà démarré, qui devraient en refaire, et les nouveaux centres qui proviennent de ces nouveaux pays qui ne sont pas encore actifs. Merci beaucoup. Question financière, de combien de fonds aurez-vous besoin pour les 12 prochains mois? Alors, pour les 12 prochains mois, on a communiqué sur un cash burn de l'ordre de 4 millions par mois. Donc, on va dire, si on arrondit à peu près 45 millions par an. Donc, c'est à peu près le chiffre qu'il faut avoir en tête pour l'année qui vient et avec une réduction progressive à la faveur de la croissance des ventes et de la poursuite de nos efforts de réduction des coûts. Merci Pascal. Juste un détail technique, si tu pouvais essayer de parler plus vers le micro pour éviter quelques fluctuations, mais sinon c'était bien audible. Question production, comment monte en production la fabrication de cœurs artificiels Aeson? Quel est le rythme actuel par mois de sortie de la chaîne de production? Combien vous en avez en stock? Et l'objectif de 500 par an, est-ce qu'il est réalisable? Alors, 500, c'est bien sûr la capacité, donc pour nous accompagner dans la croissance future. Aujourd'hui, on fait une production qui nous permet de maintenir un stock constant de 20 à 25 prothèses, ce qui fait que ça résulte grosso modo à une production moyenne de 10 produits par mois.
On augmentera la cadence, bien sûr, une fois que les ventes augmenteront, parce que bien sûr, c'est de l'immobilisation financière de produire des prothèses. Donc, on produit ce dont on a besoin avec un stock, un safety stock de 20 unités. Donc, c'est une dizaine par mois pour cette année. Merci. On a une question d'un actionnaire qui apprécie la communication du jour. Est-ce qu'on peut s'attendre à des rapports d'activité de ce type plus fréquemment que par le passé? Oui, alors je comprends la frustration des gens et nous aimerions communiquer plus souvent. Mais pour communiquer, il faut une vraie raison. Donc, bien sûr, on a passé plusieurs étapes depuis des années. L'étape clinique, l'attente de l'approbation commerciale, la mise en place de la production, la commercialisation en 2021, l'arrêt, la reprise. Donc, aujourd'hui, on est dans le dur, si j'ose dire. Donc, on est dans la commercialisation. Donc, vraisemblablement, il est clair qu'aujourd'hui, si on continue comme ça, ce qu'on pense fortement, on va bien sûr communiquer beaucoup plus fréquemment. Pas parce qu'on veut communiquer plus fréquemment, parce qu'on aura beaucoup plus de choses à communiquer. Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, la fréquence va augmenter. Aujourd'hui, on entend toujours communiquer, parce qu'on parle de petits chiffres, et ça peut varier beaucoup, la base est petite, toujours par semestre. Mais si on devait vraiment continuer comme ça, peut-être qu'on changera la fréquence. On augmentera la communication également, donc c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, parce qu'en fin de compte, dès qu'il y avait un événement important, on le communiquait d'une manière spot ou sporadique. Aujourd'hui, je pense qu'on fera des états d'avancement, d'ailleurs très prochainement, avant les vacances, des lettres d'actionnaires parce qu'on a beaucoup plus de matière. Donc c'était pas la no-volonté. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques de ne pas communiquer, mais dans une start-up, contrairement à une société qui est multi-produit avec beaucoup d'activités, on a beaucoup moins de choses à communiquer. Maintenant, le fait est qu'on est dans le dur avec la commercialisation et je pense qu'on aura beaucoup plus de choses à communiquer. Donc, en effet, la fréquence devrait augmenter et j'espère satisfaire nos actionnaires qui nous soutiennent depuis des années. Merci. La question suivante sur l'international. Vous avez évoqué la Grèce. Est-ce que vous avez des relations commerciales avec le centre cardiaque Onassis à Athènes? Oui, bien sûr. Donc, c'est les centres qui étaient formés, c'est les centres avec lesquels on a discuté déjà dans les passés des patients. On est en contact ces jours-ci avec l'administration de l'hôpital, donc c'est bien les centres Onassis. Merci Francesco. Question sur la formation. On sait que dans certains pays, des équipes de cardiologues ont été formées il y a maintenant 1 an, voire plus, mais ont-elles implanté depuis? Et si la réponse est non, doivent-ils se reformer? La réponse est oui, il faut se réformer et on fait une formation de recertification on-site qui peut être faite rapidement. C'est pas nécessaire de refaire une implantation animale selon nos procédures. Merci Francesco. Également, si vous pouvez parler plus vers le micro pour éviter les fluctuations dont s'aperçoivent certains des participants, mais c'était audible. La question suivante. Est-ce que sur le marché, au fait, quelle est la progression du nombre de personnes souffrant de déficience cardiaque ces dernières années? Et avez-vous des projections futures à attendre sur ce marché? Alors oui, alors on fait appel toujours aux données existantes. Les projections, ça dépend. Il y a des études d'épidémiologie, mais il est fort probable que ce chiffre de 200 000 pourrait doubler d'ici, pour être prudent, 10 ans. Ça sera de manière assez forte parce que la population vieillit de mieux en mieux et surtout dans les pays développés, on traite de mieux en mieux les gens. Donc, il est clair que la pathologie d'insuffisance cardiaque avancée va augmenter. Comme je le disais auparavant, on a appris à traiter l'insuffisance cardiaque en 20 ans et maintenant, les cardiologues font un très bon job pour stabiliser ces patients-là. Et maintenant, on crée une nouvelle maladie, c'est l'insuffisance cardiaque avancée, où le nombre de patients est de plus en plus nombreux et qu'on découvre. C'est des patients beaucoup plus complexes, qui n'existaient pas avant et qui requièrent des thérapies nouvelles, dont des dispositifs médicaux. Ce qui n'est pas du tout dans le toolbox habituel du cardiologue qui a plutôt tendance à travailler avec des médicaments. Donc, je ne sais pas si Francesco, tu as des choses à... Non. Okay. Voilà.
Merci. Il y a une question sur la formation qui revient. À l'étranger, quel est le coût pour Karma d'une formation complète d'un hôpital à l'étranger? C'est presque, ça dépend du pays, ça dépend si on est présent dans les pays en manière directe ou si on passe à travers des distributeurs. Donc c'est très, on va dire, c'est variable. Et nous, on dit, on a, comment dire, un prix service qui est lié à la formation qui est autour de 20 000 euros. Merci. Une question sur le médical. Sans briser le secret médical, pouvez-vous nous dire en moyenne combien de mois le patient a pu vivre après l'implantation, le plus longtemps? Alors, le plus longtemps, c'est ce qu'on a dit, c'était dans l'étude de Marc Hacheux, 25 mois. Et aujourd'hui, on est retourné sur le pont parce que c'est l'indication à la transplantation. Donc, ça peut varier. Il y a un hôpital en Allemagne, pour un concours de circonstances, je ne sais pas s'il appelait heureux ou non, mais le patient a été transplanté en 1 mois. Alors, ça veut dire que c'est une très bonne performance d'Ison. Ça veut dire que le patient, il a été traité avec Ison et il s'est remis sur pied hyper rapidement. Et la chance a voulu, de par son profil un peu particulier, qu'il ait reçu un cœur. Parce que bien sûr, on reçoit un cœur par rapport à son profil physique et clinique, le groupe sanguin, etc., etc. Bon, c'est un patient particulier, il devait être très très gros, donc bon, il a reçu un cœur rapidement. Donc ça peut aller d'1 mois, je crois que c'est le record. Et ça peut aller, on a encore un patient qu'on a traité en Italie en décembre, qui est maintenant en liste d'urgence régionale, parce que ça fait maintenant 9 mois, je crois, donc 8 mois, donc là, donc ça peut varier. Donc c'est entre 1 mois et voire un peu plus. Merci. Sur la projection 2024 toujours, combien de cœurs faudra-t-il implanter entre les implantations commerciales et ou efficaces pour arriver à l'objectif de chiffre d'affaires de 2024? Alors, on communique pas nécessairement là-dessus, enfin, de manière détaillée, mais effectivement, si on vise à peu près 70-80 cœurs pour cette année, on devrait arriver à nos objectifs. Merci. Question sur l'actionnariat. Avoir un actionnariat stable de type en fonds étatiques, ne serait-ce pas plus judicieux et préférable plutôt que des équitisations ou des levées de fonds régulières? Comme je disais, dans la vie, on fait de nécessité vertu. Alors, si on avait le choix, on ferait certainement différemment. Je pense qu'on est chanceux d'être soutenu de toute façon et par diverses sociétés financières. Donc, c'est pas à la portée de tous non plus. Donc, oui, en effet, dans les choix d'outils financiers, il y en a qui sont moins, je dirais, dilutifs que d'autres. Mais bon, on fait du mieux qu'on peut, je dirais. Ce qui est important dans une start-up, il faut jamais l'oublier, c'est prouver que le business model fonctionne. Et ça, on doit le faire jusqu'au moment où on atteint la profitabilité. Et le plus important, c'est de trouver du cash. Bien sûr, mon engagement et l'engagement de la société et de Pascal, c'est de faire en sorte que les outils de financement soient le moins dilutifs possible pour nos actionnaires existants, auprès desquels nous sommes vraiment reconnaissants pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font toujours pour nous. Mais oui, si on pouvait lever à des très bonnes conditions 100 millions d'euros, ben, je signerais demain matin, il n'y a pas de sujet. Mais il est clair que pour les small cap, mid cap, premier point, public de plus sur le marché européen, comme aux États-Unis, cross-secteur, c'est pas seulement la santé. Il est clair que depuis 2-3 ans, il est beaucoup plus difficile d'avoir des financements de long terme et pérennes. C'est un fait. Donc, on navigue le mieux possible et la meilleure qu'on puisse aborder le sujet, c'est démontrer avec des fondamentaux forts, donc des ventes, que la société a un futur brillant pour pouvoir justement arriver dans le futur proche à revenir sur des augmentations de capital comme on était capable d'en faire avant le Covid d'une 60aine de millions. Merci. J'ajouterais qu'on a effectivement un actionnariat de référence qui est très stable, notamment avec 2 family office, je pense à Santé Holdings et Loas, donc Pierre Bastide, qui sont extrêmement stables, qui n'ont jamais vendu une action depuis des années
et qui contribue à chacune de nos augmentations de capital depuis des années, là encore, plus de 5 ans. Merci. Toujours dans la finance, avez-vous commencé à réduire de 20% les dépenses quand vous avez indiqué que cela est prévu pour l'année 2024? Alors effectivement, donc on s'est engagé, ou en tout cas on a un objectif de réduction du cash burn. Donc on parle de cash burn, hein, pas de dépenses, de 20%. Donc on souhaite passer de plus de 5 millions par mois en 2023, et historiquement ça avait été ce chiffre-là, à 4 cette année. On est en très bonne voie. On n'a pas encore publié, on publiera en septembre nos résultats financiers, et vous verrez qu'on a extrêmement bien progressé dans cette voie. Merci. Sur l'aspect commercial, pour commercialiser Carmat, comment est structuré votre département commercial pour une innovation de cette rupture de ce type-là, à l'étranger notamment? Alors, encore une fois, ça dépend des pays. Donc, dans les pays où on a une présence directe, donc on a nos personnels à nous. Donc, on a une équipe dédiée à la commercialisation dans la région DACH, donc de l'Allemagne, qui est en train aussi de grandir parce qu'on a de plus en plus des hôpitaux et de l'activité. On a aussi le même type d'organisation en Italie, et pour des autres pays, on a une configuration, je dirais, mixte. Donc, on passe à travers des distributeurs, donc on s'appuie sur leur organisation commerciale, et selon les pays, selon les cas, on partage toute la partie des supports cliniques. Donc, on a, d'un notre point de vue, une couverture plutôt optimale pour l'instant, mais qui va naturellement, il faudra grandir selon la croissance du business. Merci. Toujours dans l'international, est-ce que vous pouvez préciser le nom du centre formé en Suisse? Et on a deux centres qui ont été formés en Suisse. Donc, on a les centres à Berne et les centres à Zurich, qui ont été les deux formés. Merci. Pascal, on revient vers la finance, mais on a en quelque sorte déjà répondu. Quel est le cash burn mensuel actuel? Donc, on est en bonne voie pour atteindre 4 millions d'euros par mois. Une question, Moyen-Orient, est-ce un vrai marché? Israël a été formé, pourquoi n'ont-ils toujours pas implanté? Ouais, et Israël, pour plusieurs raisons. Donc, on a lancé aussi une nouvelle configuration produit pendant les derniers mois. Donc, on a dû attendre l'approbation de cette configuration. Il ne faut pas oublier que pour des pays qui sont hors Europe, il y a toujours un délai réglementaire qui détermine la progression commerciale. Et après, il y a toujours, comment dire, c'est une question vraiment des cas cliniques. On discute des cas cliniques avec notamment un centre en Israël, et on essaie, comment dire, de trouver la bonne situation pour pouvoir démarrer. La bonne nouvelle est que d'un point de vue d'enregistrement de produits, tout est bon pour l'instant, et donc on est là pour discuter, comment dire, les bons patients pour démarrer les programmes dans les pays. Et en ce qui concerne le Middle East, ce qui est intéressant, c'est que ils ont étoffé la palette des services en cardiologie. Et donc, en effet, on est en train de voir comment on peut démarrer le programme dans un des pays. Bon, il y a la Cleveland Clinic à Abu Dhabi, il y a à Riyad, il y a 2 hôpitaux qui sont capables de faire ça, et notamment au Koweït. Donc, on a des discussions. Ça prend plus de temps, mais il ne faut pas oublier qu'on est Carmat, même si c'était vrai également quand je travaillais chez Abbott, avec beaucoup plus de moyens. On se focalise déjà sur les premiers targets, et une fois qu'on aura rempli notre mission sur les pays qu'on a visés en premier, après on passera plus de temps sur le Middle East et d'autres régions du monde entier. Merci Stéphane. Sur le parcours patient, justement, tu as mentionné Abbott, et il y a en effet un actionnaire qui demande, est-ce que sur le parcours patient qui a l'air d'être assez complexe, on ne peut pas copier comme on fait les grands groupes dans la cardio pour éventuellement aller plus vite?
Si vous voulez, c'est que on suit. Alors, Abbott, Abbott avant c'était Thoratec, mais ils ont racheté la technologie. Ils ont mis des dizaines d'années afin de construire un parcours patient qui n'est pas encore stable et qui dépend malheureusement de chaque hôpital. Il n'y a pas encore une vraie norme. Il ne faut pas oublier que les LVAD, c'est un peu plus de 5000 implants dans le monde entier par an. Donc, c'est pas non plus une thérapie qui est utilisée de manière constante dans chaque hôpital. Alors, c'est vrai dans certains gros hôpitaux, comme Duke, par exemple. Pour Carmat, c'est très simple de trouver un patient, de faire tout ça, mais c'est très rare. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui en font très peu. Donc, oui, bien sûr, on essaie d'utiliser le travail qu'ils ont fait. Donc, ils ont réussi à créer, Francesco parlait de coordinateur d'assistance ventriculaire gauche. Avant Abbott, ça n'existait pas. Donc, on a un point de référence. Maintenant, il faut qu'on travaille avec ces gens-là pour qu'ils s'organisent pour Carmat. Donc, oui, on utilise le travail qui a été fait. Mais bien sûr, c'est très long d'installer une thérapie aussi importante que la nôtre parce que faut pas oublier que là, on change le cœur. Hein. C'est quand même quelque chose d'unique. Et même pour l'administration, pour le CEO des hôpitaux, des directeurs généraux, même eux, ils veulent savoir, même s'ils sont pas capables de comprendre bien souvent, ils veulent être impliqués parce que c'est une décision importante pour un hôpital de dire je vais mettre du Carmat. Donc, on utilise les infrastructures ou les organisations qui ont été créées au sein des hôpitaux par Abbott, mais il faut qu'on fasse le chemin à partir de zéro parce qu'on introduit une thérapie qui est quand même assez différente. Merci. On reste toujours vers la concurrence. Pourquoi les USA vous ont imposé la FDA les bons d'essai de 6 mois? Ne serait-ce pas pour protéger SynCardia? Non, parce que SynCardia n'est pas très actif et encore une fois, je suis très reconnaissant pour le travail qu'ils font. On est très proches, on parle beaucoup avec eux, on regarde attentivement ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait parce qu'il y a beaucoup à apprendre du travail important qu'ils ont fait. Maintenant, c'est une thérapie qui a le mérite d'exister, qui pourra faire certainement des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'ils sont très petits en taille, donc peut-être qu'ils pourront même compléter l'utilisation par rapport à notre produit. Non, c'est pas du tout de la protection. Je pense que si on était il y a 30 ans, il n'y aurait pas le sujet. Je pense que la société a évolué. J'ai publié un article il y a 7 ans dans le journal européen de cardiologie, Barriers to Innovation, et c'est ce que je disais. L'innovation, c'est un triumvirat. Il y a 3 pôles. Il faut que l'industrie travaille en symbiose avec les sociétés savantes et les autorités compétentes. Malheureusement, les choses ont évolué. Les Alain Carpentier n'existent plus, les Antonio Colombo n'existent plus. Donc, il y a une aversion au risque qui est beaucoup plus élevée chez les médecins. Il n'y a plus cet esprit de pionnier qui a existé, que j'ai connu il y a 30 ans, pour dire la vérité. Et c'est vrai également au niveau des autorités compétentes. La prise de risque est moindre, même si les patients en pâtissent. Il faut beaucoup plus de temps. Vous avez vu, la réglementation s'est renforcée. Est-ce que ça améliorera les résultats? Je pense pas, mais c'est la société dans laquelle on vit. Il y a un principe de précaution qui grandit de jour en jour, et c'est la raison pour laquelle certainement la FDA met plus de temps et nous impose autre chose. Donc, je pense que c'est juste, et c'est pas du tout Carmat, hein, ils en sont conscients parce qu'il y a eu un meeting qui a été fait, pas à propos de Carmat, mais à propos du système d'études d'Early Feasibility Study aux États-Unis, où on a été invité parmi tant d'autres. Donc, je pense que c'est un problème de société, d'aversion au risque en général. Il est clair que moi, j'ai commencé ma carrière à 30 ans, les barrières à l'innovation n'étaient pas aussi hautes qu'aujourd'hui. C'est un fait. Donc, ça n'a rien à voir avec favoriser SynCardia qui fait une dizaine d'implants par an. C'est pas du tout le sujet. Très clair, merci. Sur le côté réglementaire, où est-ce que Carmat en est sur la transition vers la norme MDR en termes de dossiers cliniques, etc.? Alors, on a fourni toutes les réponses. Donc là, on est en attente d'avoir les retours, mais on avance très bien. Alors, comme vous le savez, l'échéance a été repoussée à mars, je crois que c'est mars, mais mars 2027. Donc, on a le temps, mais la raison pour laquelle on pousse, c'est parce qu'on veut faire évoluer le dispositif. Et si on a repoussé, si la date de la nouvelle directive a été repoussée à 2027,
pour ceux qui ont déjà l'ancienne directive, qui sont déjà sur le marché, il nous est impossible d'effectuer des changements substantiels et significatifs. Donc, quand vous allez à la vieille norme, vous pouvez faire des changements à la marge, mais pas des changements significatifs. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on va faire des changements très importants dans les mois qui viennent, les années qui viennent, il faut qu'on ait cette nouvelle directive qui nous permettra justement d'installer ces nouveaux changements. C'est la raison pour laquelle on pousse. Donc, pour répondre à la question, on est dans les clous et on espère pouvoir très prochainement, dans les mois à venir, j'espère cette année, avoir le MDR pour pouvoir introduire de nouvelles innovations sur le cœur Carmat. Merci Stéphane. Sur la courbe d'expérience des centres, en fait, comment ça se passe en passant d'un centre qui fait une première implantation à 5 implantations, voire 10? Est-ce que les délais de procédure sont réduits? Est-ce que c'est quelque chose de très banal désormais pour ceux qui ont fait 5 implantations et plus? Alors, ça dépend. Il y a des choses pour lesquelles il y a une progression linéaire. Donc, tout ce que la gestion de la chirurgie, donc il y a une vraie progression. La gestion, par exemple, de la formation du patient même est très linéaire. Après, il y a des choses qui sont un peu plus variables parce que ça dépend du choix du patient. Donc, ça dépend aussi de l'état clinique du patient qui est traité peut-être après les premiers cas. Donc, d'habitude, les hôpitaux essaient de trouver un cas, on va dire, entre guillemets, idéal pour démarrer la thérapie. Mais après, une fois qu'ils ont pris confiance avec les dispositifs, essayer de pousser les limites. Donc, en poussant les limites, donc, on essaie de traiter avec eux des patients un peu plus graves. Donc, c'est là où peut-être les délais pour des recovery des patients peut être un peu plus long, mais c'est un passage obligatoire après pour rendre les hôpitaux indépendants. Et ce que nos équipes expérimentent et que après les 3e et les 4e patients, les équipes médicales deviennent plutôt indépendants et donc ils arrivent à gérer leurs patients sans une forte présence de l'équipe de Carmat. Merci Francesco. Une question sur le recyclage des prothèses. Est-ce qu'elles peuvent être réimplantées si elles n'étaient pas la cause du décès? Non, puisqu'on utilise, de toute façon, il y a des biomatériaux qui appartiennent aux patients, donc on utilise des péricardes qui sont recouverts des cellules sanguines du patient, donc on peut pas les réutiliser. Merci. Ensuite, on a une question sur le taux de rebut à la sortie de la ligne de production. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Alors le produit quand il arrive à la fin, il n'y a pas de rebut, mais on a des rebuts sur des pièces qui sont de moins en moins importants, bien sûr. Les procédés de production sont de plus en plus stables et je pense qu'on est en train d'arriver à un degré de stabilité de la production qui est assez intéressant et les rebuts sont de moins en moins importants au niveau des pièces. Et quand le produit arrive à la fin, il n'y a pas de rebut. Merci. Est-ce qu'il y a des recrutements de prévus pour les équipes de terrain à mesure que le réseau d'hôpitaux s'agrandit? Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai déjà dit, on est en train de faire grandir l'équipe commerciale en Allemagne. On est en train de faire grandir aussi les équipes qui sont certifiées pour faire du support clinique dans les autres pays. Et donc, juste pour vous donner un exemple, pour certains cas, on forme aussi au support clinique les représentants locaux des distributeurs. Merci. On revient à la finance. Est-ce que Carmat est opéable et est-ce qu'il y a un risque de rachat de Carmat par un fonds ou une autre société compte tenu du cours anormalement bas? Non, alors ce qu'il faut savoir, ce qui a beaucoup changé, il faut reprendre en considération ce qui s'est passé les 3 dernières années sur les marchés. Il est vrai que dans le passé, les gros acteurs du marché avaient tendance à, je dirais, acheter les sociétés assez tôt. C'est plus le cas parce que pour améliorer le profil de profitabilité, les grosses sociétés ne font plus de recherche et développement, donc ils s'appuient sur les sociétés qui font les startups
Donc, ils achètent beaucoup plus tard une fois que les sociétés sont stables. Si on regarde Johnson & Johnson, ils ont acheté des assets très chers, mais commercialisés avec une production stable. Abiomed, 16 milliards, et puis Shockwave, 13 milliards cette année. Donc, si vous voulez, on n'achète plus. Moi, j'avais l'habitude d'acheter des sociétés très tôt. Ça, c'est fini. Les sociétés comme Abbott, Johnson & Johnson, Medtronic, qui font plus de recherche et développement, qui sont plus capables d'intégrer des sociétés en devenir, achètent une fois qu'ils ont, les boîtes sont stables, ont déjà 5-6 ans de commercialisation. Donc, c'est pas un problème de prix. C'est des sociétés qui ont beaucoup d'argent. Quand vous regardez, on peut en discuter pendant des heures, mais la valorisation de Shockwave et Abiomed, c'est très, très cher. Mais ça les embête pas, parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Donc, non. Merci pour cette réponse. Question sur le produit. Sera-t-il possible dans le futur de s'affranchir du câble transcutané? Oui, alors, je pense que c'est d'une première étape. Il faut toujours se projeter. J'ai toujours l'habitude de parler des pacemakers, des fibrillateurs, mais c'est vrai pour toutes les technologies. Bien sûr, on commence comme ça, mais notre vision, c'est dans 10, 15, 20 ans, c'est que le monde entier, pour les gens qui en auront besoin, ils seront équipés d'un Carmat, peut-être moi-même, et vous en rendrez pas compte parce que ça sera totalement dans mon thorax avec un système que je ne connais pas aujourd'hui. Ce sera peut-être l'induction. Je sais pas si vous avez lu ce matin, il y a quelqu'un qui a inventé en Californie une pile nucléaire qui semblerait pouvoir fonctionner pendant toute une vie. Donc, il y a plein de choses en développement. Donc, oui, notre vision, ça sera un produit sans câble qui sera rechargé à distance ou autonome, pourquoi pas, avec une transmission de données. Alors, ça, on sait déjà le faire, mais bon, c'est un problème de moyens à distance pour pouvoir monitorer l'activité du cœur. Tout à fait. Merci. Une question. Avec toutes ces bonnes nouvelles et votre optimisme, comment expliquez-vous le fait d'avoir beaucoup de mal à trouver le financement? C'est ce qu'on a dit, c'est plutôt l'environnement. Vous savez, étant donné que je fréquente mon environnement, il est fait de start-upers, plus ou moins grosses. Et comme on est tous un peu déprimés quand on parle de financement, donc il y a 2 mois, il y avait une page qui tournait sur LinkedIn que je vous invite à regarder, qui est très intéressante. Je pense que les gens ont tendance à oublier qu'avant qu'une société ait du succès, elle rencontre beaucoup d'aléas. Alors, vous serez surpris peut-être d'entendre que Apple était à 1 mois de la faillite il y a 15 ans, que FedEx était à 2 semaines de la faillite il y a 30 ans, que Nvidia, qui est évalué maintenant le microchip des trillions, ils avaient 1 mois de cash. C'est tout le monde comme ça. Tant que vous ne faites pas de profit, vous devez chercher de l'argent. Le fait est que trouver de l'argent aujourd'hui est beaucoup plus compliqué qu'avant. Si vous regardez les private equity, les venture capitalistes, ils ont levé beaucoup d'argent, mais ils en déploient très peu. Alors, l'économie, comme disait Jean-Baptiste Say, c'est basé sur la confiance. Aujourd'hui, le climat, il n'est pas propice à créer un climat de confiance. On ne va pas parler des élections en France, mais c'est un autre facteur aggravant certainement. C'est clairement, aujourd'hui, les investisseurs, ils sont beaucoup plus frileux. C'est des cycles. Il y a eu des crises, 2008, etc., etc. Ça va revenir certainement. Mais aujourd'hui, oui, c'est contre-intuitif. Combien avez-vous de projets en santé, en cardiologie dans le monde entier qui sont aussi prometteurs? Très peu. Moi, j'ai pas d'autres noms, honnêtement, en dispositif médical. Mais c'est comme ça, c'est compliqué pour tout le monde, pour les meilleurs projets. Mais c'était vrai également dans le passé. On a parlé de Tesla. Tesla, il était quasiment en faillite. Il a fallu qu'il se mette en IPO au dernier moment parce que ses investisseurs privés qui avaient mis 280 millions lui ont dit à un moment donné, les voitures électriques ne fonctionneront jamais. Aujourd'hui, c'est une des sociétés les plus valorisées au monde entier. Donc, je pense que les gens ont tendance à oublier que c'est difficile pour tout le monde et ça l'a été également pour tous les groupes qui aujourd'hui sont très successful. Merci. On arrive pratiquement au bout des questions. On a une question sur le remboursement dans le cadre de l'étude efficace et la prise en charge par la sécurité sociale en France. Alors, on est efficace, ça servira pour justement aller dans le procédé de remboursement basé sur le résultat des études. Donc, à la suite des résultats, on les donnera aux 2 chambres nécessaires, CEPP, CEPS, afin de pouvoir négocier un remboursement. Et l'une des dernières questions, pourquoi passer à des patients de plus en plus malades alors que nous ne sommes plus en étude de faisabilité et cela risque de faire baisser le taux de réussite? C'est le problème, je dirais, de vision. Et ça, c'est contre-intuitif, mais c'est vrai pour toutes les thérapies. Au début, tant que vous n'avez pas des grosses études et une grosse expérience, tous les médecins préfèrent commencer avec
Alors, pas tous, il y en a qui sont très visionnaires, mais la majorité des médecins, c'est je commence avec un patient qui n'a pas de chance, comme ça, si ça se passe mal, il n'y a pas de problème. Merci. Après, on a beaucoup de questions qui se répètent, donc je pense qu'on a fait l'essentiel. En tout cas, tous les thèmes ont été abordés. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Je vous laisse un mot de conclusion. Ben, merci beaucoup pour votre soutien qui est vraiment apprécié. Comme je dis toujours, c'est important d'avoir l'objectif en vue, mais même pour vous, investisseurs qui nous soutenez. Mais il faut être conscient des progrès. Et je pense que quand on regarde où on est arrivé aujourd'hui, c'est très prometteur. Bien sûr, il y aura des aléas comme d'habitude, mais je pense qu'on a vraiment dégrossi le trait d'une manière significative. Quand je suis arrivé moi-même en 2016, après quelques mois, je n'ai eu aucun doute sur la réussite de ce projet. La seule chose que j'ai dite et que je répète donc, c'était une question de temps. Et le temps, c'est ce qu'on maîtrise le moins. Mais aujourd'hui, on a une meilleure compréhension de ce qu'on doit faire et je pense que les plans sont de plus en plus précis. Donc, je vous remercie pour votre confiance et je renouvelle également le message de mon équipe auprès des investisseurs. Tout le monde est engagé. L'équipe est là depuis 10 années. On y croit dur comme fer et on fait de tout notre possible pour avancer le plus vite possible pour donner leur chance aux patients de vivre le mieux possible et de passer cette terrible maladie qui s'appelle l'insuffisance cardiaque avancée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée.